Donc la séance va reprendre avec professeur Awish, Rani An Tarif, et qui va débattre le sujet de l'hypoglycémie, prise en charge de l'hypoglycémie chez le diabétique. Professeur Awish, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les organisateurs de cette journée, magnifique journée, je dirais toujours magnifique, parce qu'à Chlef, on a toujours un programme assez riche, on a toujours un programme assez varié. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes toujours présents. C'est ça ce qui est réellement encourageant, surtout pour les orateurs. Alors, un très grand merci à tous les organisateurs. Un grand merci aussi au laboratoire Sanofi qui m'a donné cette opportunité de parler d'un sujet, c'est l'hypoglycémie. Je pense que l'hypoglycémie aussi est un problème aussi pratique, c'est-à-dire qu'on voit habituellement en consultation. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui. On va voir ensemble. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, mes slides, s'il vous plaît? On va voir donc la gestion de pratique d'une hypoglycémie. Et là, à travers une vignette clinique, comme vous le voyez, donc je suis devant une patiente qui s'appelle Yasmina. Alors bien sûr, Yasmina, donc elle a 56 ans, elle est mariée, retraitée, elle vit en couple, elle est mère de 3 enfants. Quand je regarde son diabète, oui, elle est diabétique depuis 13 ans. Et aussi, vous voyez qu'elle est dyslipidémique et aussi elle est hypertendue. Donc, c'est une malade qui est sous traitement actuellement. Alors, sur le plan thérapeutique, elle vous dit oui, je prends régulièrement mon traitement. Mode de vie sédentaire depuis qu'elle a pris sa retraite. Elle était enseignante avant. Et elle vous dit, voilà, j'essaye de faire de l'activité physique, surtout la marche. Et elle essaye aussi de manger plus équilibré. Elle se plaint aussi de quelques céphalées nocturnes. Et là, elle me dit, voilà, qu'elle fait parfois des sueurs, c'est-à-dire nocturnes. Ça, c'est par rapport aux dires de cette patiente. Alors, si je regarde maintenant le poids de cette patiente, on voit que c'est une patiente qui est quand même dans le BMI avec grade 1, c'est-à-dire obésité grade 1, 30,1 quand même kilogrammes par mètre carré. Sa tension artérielle, pour le moment, elle est à 136,86 sous traitement. Alors, ce qui est intéressant quand on reçoit un patient comme ça, c'est de voir éventuellement sa thérapeutique et de voir l'observance thérapeutique. C'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis devant une patiente qui réellement observe bien son traitement. Elle est sous metformine 2 grammes, elle est sous glimépiride 6 mg, sous acarbose. Et en fait, on l'avait insulinée il y a quelques années de ça. Vous allez le voir, il y a 6 ans. Et actuellement, elle est sous analogue lent à raison de 46 unités par jour. Maintenant, pour son HTA, je vois qu'elle est sous amlodipine et valsartan et bisoprolol. Elle est sous trithérapie et elle prend de la torvastatine. Donc, si je vois maintenant le bilan, elle vient avec une glycémie qui est à 1,81,68, avec une hémoglobine glyquée quand même qui est assez élevée, 9,8. On voit que ce taux de cholestérol, malgré qu'elle est sous atorva à 20, maintenant, malheureusement, elle n'est pas dans l'objectif, 1,12 pour le LDL cholestérol. Sinon, si je regarde le bilan rénal, là, je vois quand même qu'elle a un taux de créate à 12. Je calcule le DFG, je le trouve à 47. Donc déjà, je suis dans la maladie rénale chronique, d'autant plus que c'est une patiente qui a une micro-albe qui est positive. Donc là, d'emblée, on peut dire que c'est une malade qui est dans la maladie rénale chronique. Très bien, bilan hépatique, je disais qu'il est normal. Alors voici son parcours, en quelque sorte thérapeutique. C'est une malade qui a été mise en 2011 sous metformine. Ensuite, on a introduit le sulfamide. Ensuite, sulfamide à dose max en 2016. Ensuite, le médecin a vu que ça ne donnait pas, il a rajouté de la carbose. Et là, vous voyez quand même qu'il y a une perte de temps. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une inertie de ce médecin-là, parce que là, on voit bien que malheureusement, il avait mis du temps pour éventuellement placer l'insuline. Et là, regardez, l'initiation à l'insuline, elle s'est faite en 2018 et elle arrive en 2024 avec une hémoglobine glyquée à 9,8. Alors maintenant, si on regarde ça, on se pose toujours la question, quel constat que je peux faire chez cette patiente? Alors Yasmina, je peux dire, oui, il y a une inertie thérapeutique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc là, c'est une malade qui était restée pendant des années. Et là, je n'ai pas mis les hémoglobines glyquées, mais en fin de compte, elle avait des hémoglobines glyquées qui étaient élevées. Il y avait un retard dans l'insulinisation, c'est ça ce que je peux dire. Mais aussi, un autre constat, et ça c'est vraiment important, c'est de dire que c'est une malade quand même qui est dans le risque cardiovasculaire qui est assez élevé. Alors là, si je vois les recommandations, donc les recommandations de l'EAC 2021, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pris 2021? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une grande différence avec le 2023.
2023, on a rajouté le score 2 diabetes. Donc, mais on garde la même chose par rapport à l'atteinte d'organes cibles. Déjà, je suis chez une patiente qui est dans la maladie rénale chronique, comme vous le voyez. Elle est là, avec une micro-AL positive. Donc, Yasmina, elle est dans le risque quand même cardiovasculaire qui est très élevé. Et du coup, même par rapport à son LDL cholestérol, maintenant qui est élevé, qui n'est pas dans l'objectif. Donc, la question qui se pose, d'accord, cette malade, en fin de compte, il y avait des propos qui ont quand même alerté le médecin. Eh ben, elle me disait, voilà, je faisais des sueurs nocturnes. Et le fait de dire des sueurs nocturnes, on se pose toujours la question, est-ce que réellement ce sont des hypoglycémies? Donc c'est ça ce qu'il faut aller rechercher. Et ce sont réellement des hypoglycémies, est-ce que ça va alimenter le risque cardiovasculaire? Donc toute la question qui se pose en pratique, est-ce que l'hypoglycémie est responsable de risque cardiovasculaire ou bien c'est le vice-versa? Donc du coup, on va essayer de répondre à ça. Alors donc, j'ai demandé à Yasmina de me ramener un cycle. Elle me ramène un cycle. Voici les moyennes. Là, j'ai mis des moyennes. Je vois bien que, effectivement, si on regarde, on interprète le cycle, je vois qu'elle a une glycémie quand même à jeun qui n'est pas dans l'objectif. Je vois les préprandiales, donc je vois qu'elles ne sont pas aussi dans l'objectif. Donc, je vais me dire, puisque c'est ça, je vais augmenter la basale. C'est ça. Mais malheureusement, c'est une malade qui a quand même, et là, vous allez le voir. Donc, si je vois ici, oui, elle est NF8, elle est déséquilibrée, je me dis que c'est une malade qui nécessite un réajustement thérapeutique. On est bien d'accord. Alors, regardez bien, les préprandiales, quand même, ne sont pas réellement dans l'objectif souhaité. On est d'accord. Et si je vois ici, bon, est-ce que réellement, ce sont des hyperglycémies postprandiales? La réponse est non. Alors, regardez ici, je vois le delta qui n'est pas réellement très élevé. Si je fais ça moins ça, de même ici. Donc, ce ne sont pas réellement des hyperglycémies qui sont postprandiales, des excursions qui sont importantes. Mais par contre, ici, oui, je vois que la malade, elle passe de 1,61 pour les moyennes jusqu'à 2,66. À partir de là, il faut aller affiner l'interrogatoire. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, elle me dit, voilà, quand elle fait des céphalées, en fait, ça disparaît après resucrage. Et elle a signalé même qu'elle a fait des épisodes à 0,40, même parfois asymptomatiques. Et ça, on le voit habituellement. C'est vrai qu'on le voit beaucoup plus chez les diabétiques de type 1, mais on le voit aussi chez les patients diabétiques de type 2. Et là, elle me dit qu'elle a fait déjà, c'est-à-dire donc un problème d'hypoglycémie, et là, vous le voyez, qui a nécessité l'assistance de son mari. Ça veut dire donc une hypoglycémie qui était sévère. Très bien. À partir de là, est-ce que réellement l'hypoglycémie chez le DT2, c'est un problème en pratique? Oui, c'est toujours un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une complication, avant on disait quasi exclusive du diabétique de type 1. Maintenant, même le diabétique de type 2, il est exposé. Et du coup, quand on regarde, c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique, et surtout par rapport à la recherche, on est beaucoup plus dans des médicaments qui essayent de réduire. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a eu l'arrivée des incrétinomimétiques, des inhibiteurs de SGLT2 qui donnent moins d'hypoglycémie. Mais surtout, on a amélioré aussi les insulines. Vous savez très bien que les insulines humaines, on est passé aux analogues. Donc, à travers la structure chimique de cet analogue, ça permet de réduire éventuellement les risques de faire, c'est-à-dire un risque de faire, bien sûr, une hypoglycémie. Les analogues, on était de première génération, maintenant on est dans les analogues de deuxième génération. Donc ce qui explique aujourd'hui, si je prends le modèle de diabète de type 2, ben c'est important aussi de dépister cette hypoglycémie. Pourquoi? Parce que l'hypoglycémie aussi, c'est un risque cardiovasculaire chez un patient qui a déjà un état altéré. Alors c'est ce que je vois chez cette patiente. Donc, si je regarde maintenant la prévalence de l'hypoglycémie chez les patients diabétiques traités par insuline, là, on est beaucoup plus chez les DT2 qui sont insulinés. Alors, chez les DT1, c'est clair. Regardez les DT1. Habituellement, le taux d'hypoglycémie est important, que ce soit pour les hypoglycémies moyennes ou sévères. Par contre, le DT2, c'est que plus vous le mettez sous sulfamide hypoglycémiant et surtout sous traitement insulinique, eh ben, il va être exposé. Et ce qui expose aussi, c'est la durée du diabète. Et là, on le voit bien, plus la durée d'insulinisation, elle dépasse habituellement 5 ans, plus j'aurai de risque de faire des hypoglycémies. Donc, l'idée, c'est de dire, d'accord, mon patient, il fait des hypos, mais c'est comment sécuriser ces hypoglycémies. Alors ça, c'est une chose qui est très importante en pratique. Maintenant, si on regarde par rapport aux fréquences, regardez les patients qui sont atteints du diabète, bien sûr, de type 2. Alors là, on voit bien que
que ce soit les hypoglycémies totales ou les hypoglycémies sévères, ça existe en fin de compte chez les DT2. Parce que nous, on parle toujours de diabète de type 1, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est pour ça que maintenant, il faut connaître les différentes définitions. Il y a des définitions aussi de l'hypoglycémie. Je pense qu'on vous a déjà parlé de ça. Alors, le niveau 1, dès lors que vous avez inférieur à 0,70. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle inférieur à 0,54. Mais attention, vous avez le niveau 3. Et le niveau 3, soit vous avez une atteinte de la fonction cognitive qui n'est pas réellement, qui est légèrement déficiente, ou bien, si elle est très déficiente, c'est là on parle d'hypoglycémie sévère. L'hypoglycémie sévère, ça veut dire que vous avez des malades qui vont perdre connaissance. C'est ça, au fait, ce qui nécessite un resucrage par une tierce personne. Alors, comment expliquer tout ça? En fin de compte, quand on fait une hypo, à travers ce seuil qui est inférieur à 0,70, qu'est-ce que je vais faire en fin de compte? Vous avez donc, c'est ce qu'on appelle le système de la contre-régulation, qui va venir essayer donc de faire face à cette hypoglycémie. Et les deux hormones qui sont sécrétées en premier, c'est le glucagon et l'adrénaline. C'est déjà à partir de ce chiffre qui est inférieur à 0,70. Maintenant, plus le niveau de la glycémie est bas, plus j'aurai un risque de développer quoi? C'est ce qu'on appelle, les signes de neuroglycopénie. Et c'est pour ça que vous avez avec le temps, si votre glycémie va être inférieure à 0,50 ou à 0,54, et bien là, c'est un signe de souffrance cérébrale. Et là, c'est important en pratique. Ce qui explique que, effectivement, on a des malades, malheureusement, qui vont aller vers les convulsions, voire même les comas. Alors donc, pour répondre à la question, oui, l'hypoglycémie égale deux choses en fin de compte. D'abord, vous avez une stimulation du système sympathique. C'est pour ça qu'on aura une sécrétion de l'adrénaline et c'est à partir de là le cortisol aussi qui contribue. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres hormones comme la GH. Et on a aussi, bien sûr, quand j'ai une diminution de la glycémie, j'aurai une stimulation de la sécrétion de glucagon. Les cellules alpha qui vont essayer de booster, d'augmenter le glucagon. Et vous savez que le glucagon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la production hépatique de glucose. Et c'est ça qui va sécuriser en quelque sorte le patient. La problématique qui se pose en pratique, oui, j'aurai ça, mais par contre, si j'ai un patient qui est déjà, c'est-à-dire donc déficitaire en insuline, parce que là, en fin de compte, ce sont des malades, c'est une réponse à l'insuline. Mais si j'ai un patient qui est déficitaire à l'insuline, alors qu'est-ce qui va se passer? Regardez, c'est un malade qui est insulinotraité. Donc, le malade, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez cette activité sympathique qui va agir de façon mâle. Ce qui explique qu'il va pas, la sécrétion d'adrénaline, elle ne va pas être ressentie. Et c'est par ce biais, c'est la neuropathie en fin de compte autonome qui va atteindre, si vous voulez, le système sympathique. Et c'est à travers là comment on explique habituellement qu'on n'a pas réellement une réponse adrénergique. Donc le malade, il ne va plus ressentir. Et le fait de ne pas ressentir, ça expose à quoi? À des hypoglycémies asymptomatiques. Et qui dit hypoglycémie asymptomatique, dit risque d'hypoglycémie sévère. Donc c'est ça, au fait, le problème. Et regardez encore une fois, si j'ai une diminution de la réponse à la neuroglycopénie, j'aurai même une diminution de la sécrétion de glucagon. Très bien. Donc là, c'est des choses qui sont très claires. Alors, chaque fois, il revient. Donc, et regardez qu'est-ce qui se passe. En fin de compte, l'hypoglycémie, c'est elle qui va produire la neuroglycopénie. Ça va entraîner éventuellement le système nerveux autonome, sympathique. C'est pour ça que le malade il va ressentir donc, des tremblements, une fréquence cardiaque élevée avec donc sueur. Ça, ce qu'on voit habituellement. Alors, malheureusement, regardez, c'est que si je prends le modèle du diabète de type 1, dans le diabète de type 1, on vous dit qu'il y a un déficit de la contre-régulation. Alors là, vous voyez comment ça sécrète. Un non-diabétique, quand il fait une hypo, augmentation des deux hormones. Si je prends maintenant un diabétique de type 1, plus le temps passe, regardez à partir déjà de 1 à 5 ans, vous aurez une sécrétion peut-être de l'adrénaline, mais le glucagon est diminué. Et à partir une certaine durée d'années de diabète, 14 ans et plus, le malade, qu'est-ce qu'il va développer? Absence maintenant des deux hormones de la contre-régulation. Et c'est ça que le malade, avec le temps, il va développer des hypoglycémies non ressenties. Alors ça, c'est très important en pratique. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on peut avoir ce genre de problème. Alors donc, l'absence de perception de l'hypoglycémie, ça c'est un problème qu'on voit en pratique.
c'est une atténuation de la réponse, c'est ce qu'on appelle la défaillance des mécanismes de la contre-régulation hormonale, et vous avez une altération donc de l'état de conscience. Alors le malade, malheureusement, il va devenir donc incapable de connaître ses hypoglycémies, c'est ce qu'on voit en pratique. Maintenant, ce qui expose, vous allez me dire, mais quels sont les malades qui vont faire des hypoglycémies asymptomatiques? Eh bien, ceux qui font des hypoglycémies récurrentes. Plus le malade va faire des hypos fréquentes, plus il va faire quoi? Une défaillance, donc il aura une vulnérabilité accrue, il aura donc le risque de faire des hypoglycémies asymptomatiques. Alors donc, il y a eu des études aussi qui ont été faites, et ce sont des études qui s'intéressent aux diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2, et là, au fait, on a placé des CGM. Et là, regardez, on a trouvé que 63% des patients diabétiques de type 1 et 47% des diabétiques de type 2 avaient une hypoglycémie non ressentie quand on a placé le CGM. Quand même. Et si on regarde, on voit souvent que ça se passe habituellement dans les 2/3 des cas, c'est la nuit. Maintenant, la problématique, c'est que ce sont des hypoglycémies sévères qui surviennent habituellement la nuit. On le voit bien en pratique. Et quand on regarde, c'est-à-dire donc ces hypoglycémies, dans cette étude, il y avait 216 participants. Alors, il y avait quand même 36% des épisodes sévères qui se sont produits pendant l'éveil, n'avaient pas de signes, c'est-à-dire donc prédictifs. Donc, le malade ne ressentait absolument rien du tout. C'est ce qu'on appelle des hypos asymptomatiques. Et ça, c'est un problème, parce qu'au fait, si vous avez des hypos asymptomatiques, le malade, malheureusement, il est exposé à faire éventuellement une mort subite. C'est-à-dire donc, vous aurez même une hypo sévère avec perte de connaissance et parfois trouble du rythme. Donc, ce qui explique la non-perception de l'hypoglycémie, eh ben, c'est associé à un taux élevé d'hypoglycémie sévère. Et là, on le voit bien, le malade quand il ressent bien, ou bien un malade quand il ne le ressent pas. Quand il ne le ressent pas, eh ben, un malade qui a fait des hypoglycémies asymptomatiques a 9 fois plus de risque des hypoglycémies sévères. Et ça, c'est vraiment important de le voir en pratique. Alors, ça a été aussi démontré dans quelques études. Là, on a pris des modèles de non diabétiques. Et en fait, on a entraîné des hypoglycémies en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, quand on crée une hypoglycémie nocturne, ça va entraîner, en fin de compte, une hypoglycémie asymptomatique. Plus elle est prolongée dans le temps, le malade ne va pas ressentir. Et là, c'est des choses qu'on avait aussi retrouvées. Alors, comment on explique cette défaillance des mécanismes de la contre-régulation? Vous voyez que c'est assez complexe en fin de compte. Parce que là, on a beaucoup de choses qui sont importantes. Un diabétique de type 1 ou bien un diabétique de type 2 qui est dans l'échec va avoir un déficit en insuline. Donc, il aura une mauvaise sécrétion de glucagon. Et là, si je le mets aussi sous insuline, ça va aggraver les choses. Et là, vous voyez que la réponse adrénergique et la réponse au glucagon, ça diminue. Et c'est ça comment on explique, si vous voulez, le mécanisme des hypoglycémies asymptomatiques. Alors, il y a eu aussi un autre travail qui est très intéressant, c'est que là, on a pris des malades, regardez, à travers le temps. Pardon. Donc, quand vous voyez ici, un malade, quand il fait une hypoglycémie, ça c'est important. Donc, le fait de refaire une autre hypoglycémie, eh ben, les symptômes vont être réduits. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire un malade, quand il vous fait maintenant une hypoglycémie, il va faire peut-être une autre hypoglycémie dans les 2 heures ou 3 heures à venir, vous n'aurez pas les mêmes symptômes. Les symptômes se réduisent. C'est ça qui explique un petit peu la fréquence de ces hypoglycémies chez ces patients-là. Donc, le problème qui se pose en pratique, un antécédent malheureusement, et là on le voit bien, ça ce sont des malades qui font des hypoglycémies. Eh bien, le fait de faire une hypoglycémie, ça diminue les symptômes quand on fait une nouvelle hypoglycémie. Alors là, vous le voyez dans le schéma et malheureusement, c'est ça ce qu'on voit en pratique. Très bien. Maintenant, j'ai une hypoglycémie. La problématique, c'est que, est-ce que l'hypoglycémie, elle est néfaste chez Madame Yasmina? La réponse est oui. Déjà, je l'ai classée dans le très haut risque, on est d'accord. Mais regardez le retentissement. Eh bien, on connaît aujourd'hui donc le retentissement, non seulement le retentissement sur les troubles cognitifs, on connaît aussi le retentissement par rapport au risque de chute, mais aussi le retentissement essentiellement sur le risque d'EDM et l'arythmie cardiaque, parce qu'au fait, ce sont des malades malheureusement qui peuvent faire une arythmie cardiaque. Et là, c'est les mécanismes qui sont incriminés. Essentiellement, comme vous le voyez ici, c'est la réponse sympatho-adrénale qui va entraîner des anomalies du rythme avec une variabilité par rapport à la fréquence cardiaque. Et c'est ça qui entraîne le risque maintenant de faire donc une cardiotoxicité en quelque sorte.
Alors là, ce sont des symptômes qui peuvent éventuellement persister plusieurs jours. Le fait de faire une seule hypoglycémie, je peux avoir des conséquences énormes. Et là, vous voyez bien dans ce travail, ça c'est un malade qui fait une hypo, eh ben vous aurez donc des signes, tout simplement un aplatissement, c'est-à-dire donc donc QT allongé, c'est ça qui expose au risque de faire de l'arythmie, et vous aurez tout simplement le problème tout simplement de la repolarisation. D'accord, maintenant il faut savoir que aussi l'hypoglycémie induit l'inflammation. Et là, ça peut entraîner même la dysfonction endothéliale. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du risque cardiovasculaire. Et là, quand on regarde les études, ça a été démontré. Et ça a été démontré aussi dans l'étude VADT. Alors là, c'est très intéressant. On avait montré que les malades qui faisaient des hypoglycémies avaient une progression des calcifications coronariennes. Donc, on leur a fait des coroscans et on a trouvé que ce sont des malades qui faisaient plus de calcifications. Donc, ils étaient vulnérables. De même aussi, le développement de la maladie athérothrombotique. Donc, ça a été démontré dans les études. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors maintenant, la problématique qui se pose aussi, c'est ce syndrome qu'on peut voir aussi. Quelqu'un, quand il fait des hypoglycémies asymptomatiques, eh bien, vous avez le syndrome de Dadin-Bad. Dadin-Bad, ce sont des malades malheureusement qui font des arythmies la nuit et on dit après mat mutrabbi. Mais en fin de compte, c'est pas mutrabbi. C'est quelqu'un qui a fait quand même une hypoglycémie non ressentie. Parfois, elle peut être sévère et qui peut entraîner tout simplement, bien sûr, la mort du patient. C'est ça ce qu'on appelle l'atteinte de la neuropathie sympathique. C'est ça qui entraîne donc augmentation du QT et vous aurez donc la mort subite. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a donc un problème par rapport à ces patients. C'est pour ça que les patients, il y a la phobie de l'hypo. Et quand on a la phobie de l'hypo, qu'est-ce qu'on fait? Le malade, il essaie toujours d'éviter l'hypo, il va se mettre dans l'hyper. Et le fait de se mettre dans l'hyperglycémie, ben, c'est des complications aussi. Donc, vous voyez que c'est une balance en fin de compte. Le but du médecin, c'est non seulement de ralentir et de réduire les hypos, tout en sécurisant, bien sûr, le patient diabétique par rapport à son hémoglobine glyquée. Alors, aujourd'hui, dans la stratégie de traitement des patients, c'est pour ça qu'on parle des nouvelles thérapeutiques. Alors là, on parle des analogues. On vous demande maintenant de proposer des analogues de l'insuline parce que tout simplement, les analogues comparativement aux insulines humaines donc, auront beaucoup moins de risques par rapport au risque d'hypoglycémie. Et bien sûr, on peut leur offrir aussi, leur proposer, c'est ce qu'on appelle les CGM ou bien donc ça permet éventuellement, qui ont des capteurs qui permettent éventuellement de dépister ou de déceler, c'est-à-dire les tendances vers les hypoglycémies. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, bien sûr, on parle de l'éducation, parce que le meilleur traitement, c'est l'éducation du patient. On parle de l'intérêt de la diététique et de l'exercice physique, parce que quand vous demandez à quelqu'un de faire de l'exercice physique, vous êtes en train de réduire la variabilité glycémique aussi. Et ça, c'est vraiment important. Tout à l'heure, on vous a parlé de l'activité physique, d'endurance, qui est vraiment importante. Et aujourd'hui, donc là, il y a aussi les thérapeutiques. Et les thérapeutiques, c'est vraiment important. Alors, je reviens à cette patiente. Je me dis, mais en fin de compte, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez augmenter la basale? Mais elle vous fait des hypos. Donc là, faites attention. Parce que là, oui, c'est une indication d'aller faire quoi? Bah, c'est là où vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez donner un basal plus ou un basal bolus. Parce que là, il s'agit tout simplement, si vous allez augmenter la basale, bah, peut-être qu'il faut réduire la basale puisqu'elle vous fait des hypos. Donc là, je vais corriger ça. Et si je vais corriger ça, je dois donner une insuline, bien sûr, qui permettra de normaliser surtout ça, parce que le problème se pose ici. On est dans la glycémie, beaucoup plus de déjeuner qui est élevé. À partir de là, bien sûr, l'insuline, elle est importante. Vous connaissez maintenant, on a des analogues de l'insuline. Vous avez les analogues rapides. On connaît qu'il y a plusieurs types. Maintenant, puisqu'on est avec Sanofi, vous connaissez donc l'insuline glulizine qu'on appelle Apidra. La particularité, c'est une glulizine sans zinc. Donc, ce qui explique qu'elle agit rapidement comparativement aux autres insulines. Parce que tout simplement, regardez la dissociation. La dissociation, elle se fait de façon très rapide. Et c'est ça l'avantage de cette insuline. Donc, on va voir quelques études par rapport à ça. Donc, si je vois maintenant les études qui ont été faites, alors ça, c'est un travail qu'on avait pris chez les DT1. Quand on associe la glulizine avec la glargine dans un schéma basal-bolus, parce que ce sont des diabétiques de type 1, regardez l'avantage. Eh bien, là, vous avez, donc c'est une étude de vraie vie, hein, donc qui a été faite en Allemagne. Il vous reste une minute, docteur, professeur. Il vous reste une minute.
En fait, vous n'avez pas compté. Oui, je vous ai rajouté deux minutes. Vous avez rajouté. Ouais. Très bien. Alors là, regardez, en fait, ça permet d'améliorer les glycémies à jeun et les glycémies postprandiales. De même, si je regarde maintenant, quand on a fait, vous savez, quand on fait aussi les scores de satisfaction, eh ben, on avait retrouvé que les malades, quand ils étaient sous cette insuline, ça permet d'améliorer la qualité de vie quand on a converti donc les insulines qu'ils étaient avant. Et en même temps, il y avait aussi toujours dans la satisfaction. Et surtout, on avait ça, ce qui est intéressant, quand on a donné un traitement combiné, ça entraînait donc une diminution significative de l'hémoglobine glyquée et surtout des glycémies à jeun. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Alors donc, il y a aussi autre chose, parce que là, vous allez me dire, qu'est-ce qui en est des excursions glycémiques? Eh bien là, en fait, dans ce travail, quand on a associé, ça a permis quand même d'entraîner une amélioration significative du profil sur 7 points. C'est ça ce qu'on décide, ce qu'on veut habituellement chez un patient diabétique. Et en même temps, la cerise sur le gâteau, on gagne essentiellement aussi sur le risque hypoglycémique. Et là, surtout par rapport aux hypoglycémies sévères. Et ça a été démontré parce qu'on avait réduit 12% du risque d'hypoglycémie sévère. Donc, je finis. En fin de compte, aujourd'hui, on a des recommandations, vous les voyez, c'est que ce sont des recommandations qui insistent essentiellement sur l'éducation du patient. Alors l'éducation, elle est vraiment importante. Alors là, on vous dit, il faut interroger le patient, il faut essayer de rechercher les facteurs de risque et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut aussi proposer des thérapeutiques, un objectif glycémique adéquat en fonction du profil et proposer des thérapeutiques qui permettent de réduire ce risque d'hypoglycémie et je vous remercie. Merci, professeur Hawish. On le remercie.